La nuit parisienne mordait la ville de ses dents glaciales. Les réverbères jetaient leurs lueurs blafards sur les trottoirs luisants de pluie verglaçante, et le vent sifflait entre les immeubles haussmanniens comme un fantôme errant. Dans cette symphonie hivernale, un homme marchait d'un pas mesuré le long de l'avenue Montaigne, sa silhouette se découpant contre les vitrines éteintes des boutiques de luxe. Il s'appelait Thomas Mercier, mais personne ne connaissait vraiment son nom. Pour tous, il était simplement le concierge. 35 ans, 1,85 m, des épaules larges qui témoignaient d'une force tranquille et des yeux d'un bleu profond qui semblaient de porter le poids d'un monde invisible. Ses cheveux châtains, toujours impeccablement coiffés, encadraient un visage aux traits nobles, presque aristocratiques, qui contrastait étrangement avec son uniforme sobre de gardien d'immeuble. Thomas remontait lentement vers la tour Émeraude, ce gratte-ciel de verre et d'acier qui abritait les bureaux du groupe Stellaris, l'une des plus puissantes multinationales européennes. Ses pas résonnaient sur le pavé mouillé, rythmé comme une horloge ancienne. Il serrait contre lui un thermos encore tiède et une petite couverture en laine qui l'emportait toujours lors de ses rondes nocturnes. Cette couverture bleu marine, usée par le temps mais d'une douceur réconfortante, ne le quittait jamais. Elle portait dans ses fibres des souvenirs qu'il préférait taire, des échos d'une vie d'avant que plus personne ne connaissait. Le hall de la tour Émeraude brillait de ses marbres blancs et de ses lumières tamisées. Thomas pénétra dans ce temple du capitalisme moderne avec la discrétion du nombre. Ses chaussures cirées ne produisaient aucun bruit sur le sol poli. Il avait appris, au fil des années, à se mouvoir dans cet univers feutré sans jamais déranger le silence sacré des lieux. Les caméras de surveillance le captaient, mais il était devenu invisible aux yeux de tous. Un fantôme bienveillant qui veillait sur les secrets de l'empire Stellaris. Il se dirigeait vers son bureau, situé au fond du hall, près des ascenseurs de service, quand quelque chose attira son attention. Une forme sombre, recroquevillée dans un coin, près du grand escalier de marbre. Thomas s'arrêta net, tous ses sens en alerte. Dans la pénombre, il distingua des cheveux blonds qui dépassaient d'une petite capuche, des jambes maigres repliées sous un manteau trop grand, et surtout des tremblements qui agitaient ce petit corps fragile. Une enfant. Une fillette de 6 ou 7 ans, endormie à même le sol glacé, ses lèvres presque bleues de froid. Thomas sentit son cœur se contracter violemment. Il s'approcha avec une lenteur infinie, comme s'il craignait de faire fuir un oiseau blessé. La petite fille respirait difficilement, ses narines se contractant à chaque inspiration laborieuse. Ses joues étaient rouges par le froid, ses cils blonds, soulignés par les traces de larmes séchées. Comment était-elle entrée? Le système de sécurité de la tour Émeraude était pourtant infaillible. Thomas jeta un regard vers le poste de garde, mais Michel, le gardien de nuit, devait faire sa ronde dans les étages supérieurs. L'homme s'agenouilla lentement près de l'enfant, ses gestes empreints d'une tendresse qu'il croyait avoir perdue à jamais. La fillette portait un petit manteau rouge, autrefois élégant mais maintenant froissé et humide. À son poignet, un bracelet en argent étincelait faiblement sous les lumières du hall. Thomas remarqua ses chaussures vernies, de bonne qualité, et la coupe impeccable de ses cheveux blonds. Cette enfant n'était pas une vagabonde. Elle appartenait manifestement à un milieu privilégié. Mais que faisait-elle là, seule, dans ce hall glacé, au cœur de la nuit parisienne? Sans réfléchir, Thomas déplia sa couverture en laine. Cette couverture qui l'accompagnait depuis si longtemps, qui avait été son réconfort dans les nuits les plus sombres, qui portait en elle l'essence même de sa solitude. Il l'étendit délicatement sur le petit corps tremblant, prenant soin de ne pas réveiller l'enfant. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale, empreints d'une douceur que seuls les hommes ayant connu la vraie douleur possèdent. La fillette bougea légèrement, un sourire presque imperceptible effleurant ses lèvres. La chaleur de la couverture sembla l'apaiser instantanément. Thomas observa son visage détendu, ses traits fins et délicats, et quelque chose de familier lui traversa l'esprit. Une ressemblance fugace, un écho lointain qui lui serra la gorge. Il secoua la tête,
chassant ses pensées dangereuses. Il resta là, accroupi près de l'enfant, la veillant comme un gardien silencieux. Les minutes s'écoulèrent dans un silence presque religieux. Thomas étudiait ce petit visage endormi, cherchant des indices sur son identité. Qui étaient ses parents? Comment avait-elle pu se retrouver seule dans ce hall? Et surtout, pourquoi personne ne la cherchait-il? Le bruit feutré de l'ascenseur le tira de ses réflexions. Michel redescendait de sa ronde. Thomas se releva prestement, jetant un dernier regard protecteur à l'enfant emmitouflé dans sa couverture. Il devait agir vite, intelligemment. Réveiller la fillette risquait de l'effrayer. Appeler la police pourrait créer un scandale que la direction de Stellaris ne tolérerait pas. Il fallait trouver une solution plus subtile. Michel émergea de l'ascenseur, sa bedaine proéminente mise en valeur par son uniforme trop serré. C'était un homme bonasse, approchant la soixantaine, qui travaillait dans ce building depuis une décennie. Il découvrit Thomas et l'enfant endormis, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Nom de Dieu, Thomas! D'où elle sort, cette gamine ?» chuchota-t-il, sa voix rauque par des années de cigarette. Thomas posa un doigt sur ses lèvres, intimant le silence. Il s'approcha de Michel et lui murmura à l'oreille. « Je l'ai trouvée il y a quelques minutes. Elle était déjà là, endormie. Il faut qu'on découvre qui elle est sans faire de bruit. » Michel hocha la tête, comprenant instinctivement la délicatesse de la situation. Dans un lieu comme la Tour Émeraude, le moindre incident pouvait avoir des répercussions gigantesques. Les deux hommes échangèrent un regard complice, unis dans leur désir de protéger cette enfant mystérieuse. Thomas retourna près de la fillette et s'assit sur le sol de marbre froid, adossé au mur. Il ne voulait pas la laisser seule, même quelques instants. Quelque chose dans ce petit être endormi éveillait en lui des instincts protecteurs qu'il croyait enfouis à jamais. Sa couverture, maintenant drapée autour de ce corps fragile, semblait avoir retrouvé son véritable purpose. Les heures s'écoulèrent lentement. Thomas veillait, immobile, ses yeux bleus scrutant alternativement le visage paisible de l'enfant et les mouvements du hall. Michel avait repris ses rondes, mais passait régulièrement vérifier que tout allait bien. Vers 4 heures du matin, un léger gémissement s'échappa des lèvres de la fillette. Elle commençait à s'éveiller. Thomas retint son souffle, ne sachant pas comment réagir. Les paupières de l'enfant papillonnèrent, révélant des yeux d'un vert émeraude saisissant. Elle regarda autour d'elle, désorientée, puis ses yeux se posèrent sur Thomas. Au lieu de la peur attendue, un sourire timide illumina son visage. « Bonjour, monsieur », murmura-t-elle d'une voix claire et mélodieuse, sans trace d'accent parisien. « Merci pour la couverture. Elle est très douce. » Thomas sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. Cette voix, cette intonation, ces yeux. Il y avait quelque chose d'indiciblement familier chez cet enfant. Quelque chose qui réveillait en lui des échos d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier. « Bonjour, petite demoiselle, » répondit-il avec une douceur qu'il ne se connaissait plus. « Comment t'appelles-tu? Et que fais-tu ici, si tard dans la nuit ?» L'enfant se redressa lentement, serrant la couverture contre elle comme un trésor précieux. « Je m'appelle Chloé, » dit-elle simplement. « Je me suis perdue en cherchant maman. Elle travaille dans ce grand building, très haut, tout en haut. » Thomas échangea un regard avec Michel, qui était revenu discrètement. La fillette était donc l'enfant de quelqu'un travaillant aux étages supérieurs de la Tour Émeraude. Les bureaux de direction de Stellaris occupaient les 5 derniers étages. Seule l'élite de l'entreprise avait accès à ces niveaux. « Ta maman, elle a un nom ?» demanda Thomas avec précaution. Chloé hocha la tête, ses boucles blondes dansant autour de son visage. « Elle s'appelle Élise Moreau. Elle dit toujours qu'elle est très importante, qu'elle dirige beaucoup de gens. Mais moi, je voudrais juste qu'elle rentre plus tôt à la maison. » Thomas sentit le sang se glacer dans ses veines. Élise Moreau. Il connaissait ce nom. Tout le monde, dans la Tour Émeraude, connaissait ce nom. Élise Moreau était la PDG du groupe Stellaris, la femme la plus puissante de l'entreprise, celle qui régnait sur un empire financier depuis le 45e étage. Une femme réputée impitoyable, froide, inaccessible, et cet enfant fragile, endormi dans un hall glacé,
était sa fille. Thomas regarda Chloé avec une intensité nouvelle. Comment la fille de la PDG avait-elle pu se retrouver seule, abandonnée dans le hall de l'immeuble? Où était sa mère? Où étaient les gardes du corps, les assistants, tout l'entourage qui gravitait habituellement autour des personnes de ce rang? Les questions se bousculaient dans l'esprit de Thomas, mais une seule chose comptait vraiment. Cet enfant était en sécurité maintenant. Sa couverture l'enveloppait toujours, et il sentait qu'il ne pourrait pas, qu'il ne voudrait pas l'abandonner. Pas encore. Pas avant de savoir pourquoi cette fillette aux yeux d'émeraude réveillait en lui des souvenirs qu'il croyait enfouis à jamais. Pourquoi sa voix résonnait comme un écho familier dans les couloirs sombres de sa mémoire. Pourquoi, en la regardant, il avait l'impression de se retrouver face à un mystère qui pourrait changer sa vie à jamais. L'aube commençait à poindre derrière les baies vitrées de la tour émeraude, projetant des lueurs rosées sur le marbre blanc du hall. Thomas était toujours là, veillant sur Chloé, sa couverture devenue le lien invisible entre un concierge silencieux et une enfant perdue. Il ne savait pas encore que ce geste simple, ce don d'une couverture dans une nuit glacée, allait déclencher une série d'événements qui révéleraient des vérités enfouies depuis des années. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite allait bouleverser l'ordre établi de la tour émeraude, et peut-être même guérir des blessures que le temps n'avait jamais réussi à cicatriser. Tout ce qu'il savait, c'était que cet enfant était là, vivante, réchauffée par sa couverture, et que pour la première fois depuis des années, il se sentait utile. Vraiment utile. Le mystère de Chloé Moreau ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Thomas Mercier. Il avait installé Chloé dans son petit bureau au sous-sol, un espace exigu mais chaleureux qu'il avait aménagé avec soin au fil des années. La fillette s'était rendormie, pelotonnée sur le vieux canapé de cuir, toujours enveloppée dans la couverture bleue. Thomas la regardait dormir, et chaque inspiration de l'enfant résonnait dans sa poitrine comme un écho douloureux. Il n'arrivait pas à chasser cette impression troublante, quelque chose dans les traits de Chloé, dans la courbe de ses joues, dans la façon dont ses cils blonds ombraient ses paupières closes, réveillait en lui des souvenirs qu'il avait scellés dans les recoins les plus sombres de sa mémoire, des souvenirs d'une autre fillette, d'une autre époque, d'une autre vie. Thomas ferma les yeux et se laissa emporter par les images qui remontaient à la surface, comme des bulles d'air dans une eau trop longtemps stagnante. C'était il y a 8 ans. Il était lieutenant dans les sapeurs-pompiers de Paris, stationné dans le 17e arrondissement. Un homme respecté, aimé de ses collègues, qui rentrait chaque soir auprès de sa femme Amélie et de leur fille de 4 ans, Léa. Léa, le prénom seul suffisait à lui couper le souffle. Léa aux yeux verts, aux boucles blondes, au rire cristallin qui illuminait leur petit appartement de Montmartre. Léa qui l'attendait chaque soir avec ses dessins, ses histoires inventées, ses câlins qui effaçaient toutes les horreurs qu'il avait pu voir dans la journée. Léa qui lui avait appris ce que signifiait vraiment le mot « père ». Cette nuit-là, il était de garde. Un incendie s'était déclaré dans un immeuble vétuste du 18e arrondissement. Rien d'extraordinaire, une intervention comme tant d'autres. Mais pendant qu'il sauvait des vies, pendant qu'il accomplissait son devoir de soldat du feu, sa propre maison brûlait. Un court-circuit dans l'installation électrique défaillante de leur immeuble. En 20 minutes, tout avait disparu. Amélie, Léa, leur rire, leur projet, leur bonheur. Thomas rouvrit les yeux, le visage baigné de larmes silencieuses. Il regarda Chloé qui dormait paisiblement, et la ressemblance le frappa de nouveau avec une violence inouïe. Cette façon de froncer légèrement les sourcils en dormant, cette petite main refermée sur un coin de couverture, cette respiration régulière qui soulevait sa poitrine. C'était Léa, pas physiquement, mais dans l'essence même de ce que représentait l'enfance innocent et vulnérable. Il se leva silencieusement et se dirigea vers une petite armoire métallique au fond de son bureau. Ses mains tremblaient légèrement quand il ouvrit le tiroir du bas et en sortit une photo encadrée qu'il gardait cachée depuis des années. Amélie et Léa, toutes deux souriantes, prises lors d'un pique-nique au bois de Boulogne.
la dernière photo de famille qu'ils avaient prise ensemble. Thomas caressa le verre qui protégeait le visage de sa fille, et une douleur familière lui transperça le cœur. Après leur mort, il n'avait plus jamais pu combattre le feu. Chaque sirène, chaque appel d'urgence le ramenait à cette nuit maudite où il avait sauvé des étrangers pendant que sa famille périssait. Il avait quitté les pompiers, avait erré pendant des mois avant de trouver ce travail de concierge qui lui permettait de disparaître, de devenir invisible, de ne plus jamais avoir à prendre de responsabilités qui pourraient coûter la vie à quelqu'un. Un léger gémissement le tira de ses pensées. Chloé s'éveillait, ses yeux verts papillonnant dans la lumière tamisée du bureau. Elle regarda autour d'elle, désorientée, puis ses yeux se posèrent sur Thomas. Au lieu de la peur, il y eut encore ce sourire lumineux, cette confiance immédiate qui lui serra la gorge. « Bonjour, monsieur Thomas, » dit-elle de sa voix claire. « J'ai bien dormi. Votre bureau est très joli. » Thomas rangea précipitamment la photo dans le tiroir et s'approcha d'elle. « Bonjour, Chloé. As-tu faim? J'ai des biscuits et du chocolat chaud. » La fillette hocha la tête avec enthousiasme. Thomas prépara un petit déjeuner improvisé, ses gestes empreints d'une tendresse qu'il n'avait plus exprimée depuis des années. Il observait Chloé qui buvait son chocolat à petites gorgées, et chaque détail de son comportement ravivait des souvenirs douloureux mais précieux. « Monsieur Thomas, » dit soudain Chloé, « pourquoi vous êtes si triste? Vos yeux sont tristes, même quand vous souriez. » La perspicacité de l'enfant le surprit. Comment une fillette de 6 ans pouvait-elle lire en lui avec une telle acuité? Il s'assit près d'elle, cherchant ses mots. « Parfois, les grandes personnes portent des chagrins qu'elles ne peuvent pas oublier, » répondit-il doucement. « Mais aujourd'hui, grâce à toi, je me sens moins triste. » Chloé posa sa petite main sur celle de Thomas. Un geste d'une simplicité bouleversante. « Moi aussi, je suis triste parfois. Maman travaille tout le temps. Elle dit que c'est important, que beaucoup de gens comptent sur elle. Mais moi, je voudrais juste qu'elle me raconte des histoires le soir, comme avant. » Thomas sentit une colère sourde monter en lui. Comment une mère pouvait-elle négliger un trésor pareil? Comment Élise Moreau, avec tout son pouvoir et sa richesse, pouvait-elle laisser sa fille errer seule dans un immeuble de bureau au cœur de la nuit? « Parle-moi de ta maman, » dit-il, essayant de garder un ton neutre. Chloé haussa les épaules, un geste déjà résigné malgré son jeune âge. « Elle est très belle, très intelligente, tout le monde la respecte, mais elle est toujours fatiguée, toujours pressée. Hier soir, elle m'a emmené au bureau parce que la nounou était malade. Elle a dit que ça ne serait pas long, qu'elle avait juste une réunion importante. Mais les heures ont passé et je me suis endormi sur son canapé. » Thomas commençait à comprendre. La fillette s'était réveillée seule dans le bureau de sa mère, avait essayé de la retrouver, s'était perdue dans les couloirs de la tour émeraude et avait fini par s'effondrer d'épuisement dans le hall. « J'ai essayé de prendre l'ascenseur, mais il fallait un badge. Alors j'ai pris l'escalier, mais il y avait trop d'étages. J'étais trop fatigué, » continua Chloé, ses yeux se voilant de larmes. « J'ai appelé maman, mais elle ne répondait pas. Alors je me suis assise dans le hall et j'ai attendu. J'avais si froid. » Thomas serra les poings. Il imaginait cet enfant terrifié, abandonné, appelant sa mère qui ne répondait pas. Il imaginait sa solitude, sa peur, son incompréhension face à l'indifférence du monde adulte. « Tu n'auras plus jamais froid, Chloé, » murmura-t-il, et il fut surpris par la force de sa propre conviction. « Je te le promets. » Les heures passèrent. Thomas savait qu'il devait contacter Élise Moreau, mais quelque chose le retenait. Une part de lui voulait protéger Chloé de cette mère qui l'avait abandonnée, même involontairement. Une part de lui voulait garder cet enfant près de lui pour combler le vide béant que la mort de Léa avait laissé dans son cœur. Vers midi, Michel apparut dans l'encadrement de la porte, l'air soucieux. « Thomas, il faut que tu montes. Madame Moreau est là, avec la sécurité. Elle cherche sa fille. Elle a l'air, comment dire, pas commode. » Thomas sentit son sang se glacer. Le moment de vérité était arrivé. Il regarda Chloé, qui avait pâli en entendant le nom de sa mère. « Elle va être fâchée, »
murmura la fillette. « Je n'aurais pas dû quitter son bureau. »« Tu n'as rien fait de mal, Chloé, » répondit Thomas avec fermeté. « Tu es une petite fille courageuse et ta maman devrait être fière de toi. » Il aida Chloé à se lever, ajusta sa couverture autour de ses épaules, et ensemble, ils montèrent vers le hall principal. Thomas sentait son cœur battre la chamade. Dans quelques instants, il allait rencontrer Élise Moreau, cette femme puissante et redoutable dont il ne connaissait que la réputation. Elle était là, au centre du hall, entourée de 3 agents de sécurité en costume noir. Élise Moreau était exactement comme Thomas l'avait imaginé. Grande, élégante, d'une beauté froide et sophistiquée. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon impeccable, ses vêtements de créateur impeccables, ses talons hauts claquant sur le marbre avec autorité. Mais ce qui frappa Thomas, ce fut son regard, dur, impatient, légèrement irrité, le regard d'une femme habituée à ce que tout fonctionne selon sa volonté. « Maman !» cria Chloé en se précipitant vers elle. Élise Moreau se retourna et Thomas vit son masque de contrôle se fissurer pendant une fraction de seconde. Elle se pencha vers sa fille, la prit dans ses bras, mais même dans cette étreinte, il y avait quelque chose de mesuré, de calculé. « Chloé, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Tu ne peux pas disparaître comme ça ?» La fillette recula légèrement, intimidée par le ton autoritaire de sa mère. « Je suis désolée, maman. Je me suis perdue. Mais Monsieur Thomas m'a trouvé. Il m'a donné sa couverture et du chocolat chaud et... » Pour la première fois, Élise Moreau remarqua la présence de Thomas. Ses yeux se durcirent en croisant les siens. Elle le détailla de la tête aux pieds et Thomas put lire dans son regard tout le mépris qu'elle éprouvait pour un simple concierge. « Vous êtes » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Thomas Mercier, concierge de l'immeuble, » répondit-il simplement, sans baisser les yeux. « Je vois. Eh bien, monsieur Mercier, je vous remercie d'avoir veillé sur ma fille. J'espère que cela ne vous a pas trop dérangé dans votre travail. » Il y avait dans sa voix une condescendance qui fit bouillir le sang de Thomas. Cette femme ne ressentait aucune gratitude réelle. Pour elle, il n'était qu'un employé qui avait fait son travail, rien de plus. « Cela n'a été aucun dérangement, madame, » répondit-il, sa voix parfaitement contrôlée. « Votre fille est remarquable. Vous avez beaucoup de chance. » Élise Moreau fronça les sourcils, comme si elle cherchait une arrière-pensée dans ses paroles. « Oui, bien sûr. Chloé, dis au revoir à monsieur. Comment déjà ?»« Thomas, » murmura Chloé, ses yeux verts brillant de larmes contenues. « Il faut que je vous rende votre couverture, monsieur Thomas. »« Non, garde-la, » répondit-il doucement. « Elle te va très bien. » Chloé se détacha de sa mère et courut vers Thomas. Elle se dressa sur la pointe des pieds et lui chuchota à l'oreille. « Merci, monsieur Thomas. Vous êtes mon héros. » Puis elle glissa quelque chose dans sa main. Un petit dessin qu'elle avait fait pendant qu'il préparait le chocolat chaud. Thomas déplia le papier et son cœur s'arrêta de battre. C'était un dessin simple, fait avec des crayons de couleur. Un homme et une petite fille, main dans la main, sous un ciel bleu. Et en bas, écrit dans l'écriture maladroite d'un enfant de 6 ans, pour Papa Thomas. Merci pour la couverture. Chloé. Papa Thomas. Thomas leva les yeux vers Chloé, qui le regardait avec une intensité troublante. Dans ses yeux verts, il y avait quelque chose d'ancien, de sage, comme si cet enfant comprenait instinctivement la douleur qu'il portait et voulait la guérir. « Chloé, on y va », coupa Élise Moreau, agacée par cette scène qu'elle ne comprenait pas. Mais au moment où la fillette se retournait pour suivre sa mère, quelque chose tomba de sa poche. Un petit objet qui roula sur le marbre et s'arrêta aux pieds de Thomas. Il se pencha pour le ramasser, et son sang se figea dans ses veines. C'était une petite voiture de pompier en métal rouge, exactement identique à celle qu'il avait offerte à Léa pour son 4e anniversaire. La même marque, le même modèle, les mêmes détails. Et sur le côté, gravé dans le métal, un nom. Léa. Thomas releva la tête, le jouet tremblant dans sa main. Comment était-ce possible?
Comment la fille d'Élise Moreau pouvait-elle posséder la voiture de pompier de sa fille morte? Chloé s'était retournée et regardait le jouet avec une expression étrange, comme si elle aussi réalisait l'impossibilité de la situation. « Où as-tu trouvé ça, Chloé ?» demanda Thomas, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, » murmura la fillette. « Je l'ai toujours eu. Maman dit que c'est un cadeau de mon papa d'avant. » Thomas sentit le monde vaciller autour de lui. Il leva les yeux vers Élise Moreau, qui était devenue livide. Pour la première fois, son masque de contrôle total avait disparu. Elle fixait la petite voiture de pompier avec une expression de terreur absolue. Et dans ce regard affolé, Thomas lut une vérité qui allait changer sa vie à jamais. Une vérité qui reliait une fillette perdue, une couverture bleue et un jouet impossible à une histoire d'amour et de douleur qu'il croyait enterrée pour toujours. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas fixait la petite voiture de pompier, ses mains tremblant imperceptiblement. Élise Moreau était figée, son teint livide contrastant avec l'élégance imperturbable de son tailleur noir. Chloé regardait alternativement les deux adultes, sentant instinctivement que quelque chose de capital était en train de se jouer. « Madame Moreau !» dit Thomas, sa voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage dans son cœur. « Il faut que nous parlions. » Élise jeta un regard circulaire aux agents de sécurité qui les entouraient. « Messieurs, vous pouvez disposer. J'ai retrouvé ma fille, tout va bien. » Les hommes en costume noir s'éloignèrent, mais Thomas sentait que rien n'allait bien. Au contraire, il avait l'impression que sa vie entière venait de basculer dans une dimension parallèle où l'impossible devenait réalité. « Chloé, ma chérie, » dit Élise d'une voix étranglée. « Va jouer près de la fontaine. Maman doit parler avec monsieur Thomas. » La fillette obéit, serrant toujours contre elle la couverture bleue. Thomas la suivit des yeux, et chaque pas qu'elle faisait résonnait dans sa poitrine comme un écho du passé. Quand elle fut assez éloignée, il se retourna vers Élise Moreau. « Vous la connaissez, » dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. Thomas hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il tendit la petite voiture de pompier vers Élise, qui recula comme si l'objet était radioactif. « Je l'ai offerte à ma fille pour son 4e anniversaire, » murmura-t-il. « 3 mois avant qu'elle ne meure dans l'incendie qui a détruit notre appartement. Comment est-elle arrivée entre les mains de Chloé ?» Élise Moreau ferma les yeux, et Thomas vit ses épaules s'affaisser légèrement. Pour la première fois, la femme d'affaires impitoyable laissait entrevoir une faille dans son armure. « Parce que, » dit-elle d'une voix à peine audible, « Chloé n'est pas ma fille biologique. » Les mots percutèrent Thomas comme des balles. Il chancela, se rattrapa au bureau de marbre de l'accueil. « Que voulez-vous dire ?» chuchota-t-il. Élise Moreau regarda vers Chloé, qui s'amusait près de la fontaine, insouciante du drame qui se jouait. « Il y a 6 ans, j'étais encore mariée. Mon mari et moi, nous essayions d'avoir un enfant depuis des années, sans succès. Un soir, nous sommes allés dîner dans un restaurant de Montmartre. En sortant, nous avons entendu les sirènes, vu les flammes. Un immeuble entier était en feu. Thomas sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lourdement sur une chaise, le regard rivé sur Élise. « Mon mari était médecin, » continua-t-elle. « Il s'est précipité pour aider les blessés. Moi, je suis resté dans la voiture à regarder ce spectacle d'horreur. Et puis, j'ai vu les pompiers sortir quelque chose de l'immeuble. Un petit corps, une fillette d'environ 4 ans. Elle ne bougeait pas. » Thomas ferma les yeux, revivant cette nuit maudite. Il se souvenait de chaque détail, l'odeur de fumée, les cris, le désespoir quand il avait compris qu'il était trop tard pour sauver sa propre famille. « Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital, » poursuivit Élise. Elle était dans le coma, brûlée, défigurée. Les médecins ne lui donnaient aucune chance. Et surtout, elle était seule. Ses parents étaient morts dans l'incendie. Pas de famille, pas de proches. Une enfant fantôme. Thomas ouvrit les yeux et dans ceux d'Élise, il vit une douleur qu'il n'avait pas soupçonnée. Mon mari s'est occupé d'elle, jour et nuit, pendant des mois. Il disait qu'elle lui rappelait l'enfant que nous n'arrivions pas à avoir. Moi, je...
Je ne pouvais pas la regarder. Cette petite fille brisée, défigurée, me faisait peur. Mais elle a survécu, murmura Thomas. Oui, miracle médical, disaient les docteurs. Mais elle avait tout oublié. Traumatisme crânien, perte de mémoire totale. Elle ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de ses parents, ni de sa vie d'avant. Une ardoise vierge. Thomas regardait Chloé, qui riait maintenant en regardant les jets d'eau de la fontaine. Cette enfant radieuse, cette fillette aux yeux verts et aux boucles blondes, c'était sa Léa, sa petite fille qu'il avait pleurée pendant 6 ans, qu'il avait crue morte et enterrée. « Nous l'avons adoptée », continua Élise. « Mon mari était tombé amoureux d'elle, et moi, j'ai fini par accepter. Nous lui avons donné un nouveau nom, une nouvelle identité, Chloé Moreau. Nous avons effacé toute trace de son passé. »« Pourquoi ?» demanda Thomas, sa voix brisée par l'émotion. « Parce que c'était plus simple. Parce que nous voulions qu'elle soit notre fille, uniquement notre fille. Parce que nous pensions que connaître la vérité sur sa famille morte ne pourrait que la faire souffrir. » Thomas se leva, chancela vers la fontaine. Chloé leva les yeux vers lui, et il vit dans ce regard vert tout ce qu'il avait perdu et retrouvé. Sa fille, sa petite Léa, grandie, transformée, mais vivante. « Chloé, » murmura-t-il, en s'agenouillant près d'elle. « Oui, monsieur Thomas, est-ce que tu te souviens de quelque chose? D'avant d'être avec maman Élise ?» La fillette fronça les sourcils, comme si elle fouillait dans des souvenirs flous. « Parfois, je rêve d'un monsieur qui me portait sur ses épaules. Il avait une grande échelle rouge, et il me disait que j'étais sa petite princesse. Mais maman Élise dit que ce ne sont que des rêves. » Thomas sentit les larmes couler sur ses joues. « Et tu te souviens du nom de ce monsieur ?»« Papa, » chuchota Chloé. « Il s'appelait Papa. » Élise Moreau s'était approchée, elle aussi, en larmes. « Thomas, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez vivant. Je ne savais pas que vous la cherchiez. »« Je ne la cherchais pas, » répondit Thomas, incapable de détacher ses yeux de Chloé. « Je croyais qu'elle était morte. J'ai identifié un corps à la morgue. J'ai assisté à des funérailles. Comment aurais-je pu savoir ?»« Il y a eu une erreur, » admit Élise. « Une autre enfant de son âge est morte cette nuit-là. Les corps étaient dans un état tel que l'identification a été difficile. Quand nous avons adopté Chloé, nous avons préféré ne pas creuser. Nous voulions juste lui donner une nouvelle vie. » Thomas prit les mains de Chloé dans les siennes. Elles étaient si petites, si douces, si réelles. « Ma petite Léa, » murmura-t-il. « Léa ?» répéta Chloé, et quelque chose s'alluma dans ses yeux. « C'est joli, Léa, c'est mon nom d'avant ?»« Oui, » sanglota Thomas. « Tu es ma fille, ma petite fille que je croyais perdue à jamais. » Chloé le regarda longuement, puis ses petites mains se posèrent sur les joues humides de Thomas. « Alors, c'est pour ça que j'ai dessiné Papa Thomas, parce que tu es mon vrai papa. » Thomas hocha la tête, incapable de parler. 6 ans de douleur, de culpabilité, de solitude s'effaçaient dans ce regard vert qui le reconnaissait enfin. « Mais je ne veux pas que maman Élise soit triste, » dit Chloé avec la sagesse innocente de l'enfance. Elle aussi, elle-même. Thomas se tourna vers Élise qui pleurait silencieusement. Pour la première fois, il vit en elle non pas la PDG froide et impitoyable, mais une femme brisée qui avait aimé sa fille pendant 6 ans. « Élise, » dit-il doucement, « merci. Merci de l'avoir sauvée, de l'avoir aimée, de l'avoir élevée. Merci d'avoir fait de ma fille cette petite fille extraordinaire. » Élise le regarda avec surprise. « Vous ne m'en voulez pas ? Comment pourrais-je vous en vouloir ? Vous avez fait ce que moi, je n'ai pas pu faire. Vous avez été là quand elle avait besoin de vous. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le murmure de la fontaine. Puis Chloé prit la main de Thomas et celle d'Élise. « Est-ce que ça veut dire que j'ai 2 papas et 2 mamans maintenant ?» demanda-t-elle avec espoir. Thomas et Élise échangèrent un regard. Dans les yeux de la femme d'affaires, Thomas lut une prière silencieuse, une supplication qui disait « Ne me l'enlevez pas.
Elle est tout ce que j'ai. Ton papa d'avant est mort dans l'incendie, dit doucement Thomas. Mais moi, je suis ton papa Thomas, et tu auras toujours maman Élise qui t'aime. Chloé sourit, ce sourire radieux qui avait manqué à Thomas pendant si longues années. Alors, on est une famille bizarre, mais c'est bien, non? Oui, répondit Thomas, c'est très bien. Les jours qui suivirent transformèrent la tour émeraude. Élise Moreau, qui n'avait jamais eu de temps pour sa fille, se mit à quitter son bureau plus tôt. Thomas, qui avait vécu dans l'ombre pendant des années, retrouva sa place dans la lumière. Et Chloé, qui avait grandi entre deux mondes, découvrit qu'elle pouvait les réconcilier. Le soir, Thomas montait parfois au 45e étage dans le bureau d'Élise. Ils dînaient tous les trois, parlant de Chloé, de ses dessins, de ses rêves. Élise racontait les 6 années qu'elle avait passées avec la fillette, et Thomas partageait ses souvenirs des 4 premières années de Léa. Elle dessinait déjà des maisons avec des cheminées qui fumaient, dit-il un soir, et elle adorait les histoires de dragons. Elle dessine encore des maisons, répondit Élise avec un sourire, mais maintenant elle dessine aussi des pompiers. Chloé, assise entre eux, colorait paisiblement un nouveau dessin. Cette fois, c'était une grande maison avec 3 personnes devant. Un homme en uniforme de pompier, une femme élégante et une petite fille qui tenait leurs mains. « C'est nous, dit-elle simplement. Ma famille. » Thomas regarda sa fille, cette enfant miraculeuse qui avait survécu à l'incendie, à l'oubli, à la séparation. Il regarda Élise, cette femme qui avait appris à aimer au-delà de ses propres limites. Et il comprit que parfois, les plus belles histoires naissent des plus grandes douleurs. Le soir, quand Thomas redescendait dans son petit bureau au sous-sol, il emportait avec lui la couverture bleue que Chloé lui avait rendue. « Garde-la près de toi, avait-elle dit. Comme ça, tu penseras à moi quand tu seras tout seul. » Mais Thomas n'était plus jamais tout seul. Dans les plis de cette couverture, il y avait désormais l'espoir. L'espoir qu'un geste simple, un don de soi dans une nuit glacée pouvait changer le cours d'une vie. L'espoir qu'une petite fille perdue pouvait retrouver son chemin. L'espoir qu'une famille brisée pouvait se reconstruire, différente mais plus forte. Et l'espoir que derrière chaque porte fermée, chaque cœur endurci, chaque histoire que l'on croit finie, se cache peut-être le plus beau des miracles, celui de l'amour qui revient, transformé mais éternel. Thomas Mercier, le concierge silencieux, avait donné sa couverture à une petite fille gelée. Il ne savait pas qu'elle était sa propre fille, revenue des morts pour lui rappeler que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il ne savait pas qu'un geste de compassion dans l'obscurité d'une nuit d'hiver pouvait rallumer toutes les étoiles du ciel. Maintenant, il le savait. Et c'était suffisant pour une vie entière de bonheur retrouvé.